Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Le chef de l'État à Banjul, le président Macky Sall, va prendre part aux festivités marquant l'anniversaire de l'indépendance de la Gambie. Il est l'invité d'honneur de cette commémoration. Dakar et Nouakchott vont renforcer la coopération dans le domaine de la pêche. La surveillance des côtes a déjà été identifiée parmi les priorités. Nous en parlerons avec le ministre de la Pêche, Omar Gueye, est l'un des invités du 20h. Suite et fin de la série sur l'habitat, les conditions sont réunies pour livrer une bonne partie des logements sociaux de Diamniadio en mars et en juin. Tous les standings sont prévus. Le directeur de la promotion de l'habitat social, Mohamed Lamine Diouf, est le second invité de ce 20h. Une école des avocats sera bientôt construite à Diamniadio. L'établissement va former des spécialistes des nouveaux métiers des mines, du pétrole et du gaz au coût du projet 3 milliards de francs CFA. Et puis dans la rubrique métiers, c'est une suite de notre série sur les métiers du bâtiment. Ce soir, nous parlerons des carreleurs. Ces spécialistes des différents types de revêtements créent aussi des œuvres originales. Le chef de l'État a quitté Dakar aujourd'hui dans l'après-midi à destination de Banjul. Le président Macky Sall est l'invité d'honneur de la fête nationale de l'indépendance de la République sœur de Gambie. Des festivités qui auront lieu ce samedi 18 février. À son départ de Dakar, le président Macky Sall a été salué par le Premier ministre et plusieurs personnalités civiles et militaires. Avant son départ, le président Macky Sall a reçu une délégation du département de Bunkiling appréciant les réalisations du chef de l'État dans leur localité. Ces populations responsables et élues se mobilisent pour accompagner le chef de l'État dans l'atteinte des objectifs d'émergence du Sénégal. Omar Nying. Une forte délégation avec des jeunes, femmes et autres responsables locaux venus exprimer leur gratitude. Au chef de l'État, ils doivent les avancées notées chez eux à Bunkiling. Monsieur le Président, notre présence aujourd'hui n'est d'autre qu'une manifestation de notre adhésion totale à votre stratégie politique matérialisée par le plan Sénégal émergent. Tout le département de Bunkiling sent vraiment le changement, vraiment votre travail au niveau de ce pays. On vous en félicite. Merci, Monsieur le Président, pour le nombre de forages qui est passé du simple au triple. Merci, Monsieur le Président, pour le nombre important de pistes rurales qui ont totalement désenclavé le département. Merci, Monsieur le Président, pour les 5 millions au moins par trimestre que vous donnez dans chacune des communes. Je vais nommer les bourses familiales et les cartes d'égalité des chances. Merci, Monsieur le Président, pour la couverture des maladies universelles, la gratuité des soins de 0 à 5 ans et certaines maladies coûteuses. Merci, Monsieur le Président, pour les subventions en engrais et en semences. Merci, Monsieur le Président, pour l'élimination progressive des abris provisoires avec le programme Puma. En 51 ans, de 1960 à 2011, l'ensemble des régimes qui sont passés ont réalisé 11 forages dans le département de Bunkiling. Vous, Excellence Monsieur le Président de la République, de 2012 à 2015, vous avez réalisé 14 forages en 4 ans. Suffisant pour garder intact leur engagement. La localité va se mobiliser pour donner une majorité forte au président Macky Sall. Ces réalisations doivent nous obliger à gagner avec une victoire éclatante en 2017 et 2019. Bunkiling prend ainsi conscience de l'enjeu. Il faut donner au chef de l'État la possibilité de continuer ce qu'il a déjà entamé pour cette localité, mais aussi pour le Sénégal entier. Le chef de l'État a remercié la délégation pour ce déplacement avec une mention spéciale au guide religieux Thierno Abdourahmane Bari de Bogal. Dans la foulée, il a exhorté les responsables et militants à travailler dans l'unité pour gagner les prochaines échéances. Sensible aux préoccupations des femmes de la localité, le président Macky Sall a décidé de leur octroyer un soutien financier conséquent, en plus de l'octroi de matériel agricole pour alléger leurs travaux. Le PUDC et le PUMA feront le reste pour installer définitivement Bunkiling sur la route de l'émergence.
Le Sénégal prépare activement sa préparation à la 5e réunion du forum de négociation sur la zone de libre-échange continentale. Elle se tient à Addis Abeba du 27 février au 4 mars 2017. Ce comité national des négociations commerciales internationales s'est réuni à cet effet jeudi en présence du directeur général de l'OMC. Ses membres ont fait le point sur l'étude d'impact sur cette zone de libre-échange qu'il urge de mettre en place, nous dit Aram Ndao. L'urgence de la mise en place de cette zone de libre-échange continentale s'explique en chiffres. L'Afrique ne représente que 3% du commerce mondial. Entre Africains, on n'échange qu'à hauteur de 15%, là où le commerce intra-européen affiche les 70%. Il faut donc développer le commerce intra-africain et l'industrie dans les pays. Parce qu'il ressort des études que plus de 40% des produits qui sont échangés sur le continent sont des produits manufacturés, alors que dans notre commerce avec le reste du monde, c'est à peine 14% qui est manufacturé. Donc, dans un contexte où tous nos pays veulent s'industrialiser, il reste évident que la zone de libre-échange continentale pourrait être vraiment une opportunité pour nos pays. Donc, il était important pour notre pays d'examiner les études d'impact qui ont été menées par l'Union africaine, aussi bien sur le commerce des marchandises que sur le commerce des services. Ce sont des négociations que cela exige. Chaque pays s'y prépare d'ailleurs. C'est à Addis Abeba le rendez-vous à partir de ce 27 février. Les négociations sont extrêmement importantes parce que tout simplement, ce sont des pays, ça ne dépend pas d'un seul pays, mais ça dépend des États membres. Et donc quand un pays n'est pas présent au moment des négociations, il reste évident que ses intérêts ne seront pas pris en compte. Et donc ça va toujours rattraper ce pays et il va être difficile de revenir sur ce qui est déjà décidé. Donc c'est pourquoi il est extrêmement important que les pays participent aux négociations, mais qu'ils y participent bien préparés. Le Comité national des négociations commerciales internationales du Sénégal est d'attaque, encouragé par la tutelle, consciente de l'importance du système multilatéral commercial. Nous l'avons vu fonctionner à Nairobi avec l'adoption d'un paquet contenant 6 décisions ministérielles concernant l'agriculture, le coton et les questions en rapport avec les pays les moins avancés, dont notamment l'engagement de supprimer les subventions à l'exportation pour les exportations de produits agricoles, qui était une très grosse préoccupation des PME en général et des pays africains en particulier. Voici ce que dit le directeur général de l'OMC sur cette suppression de la subvention sur l'exportation. Il s'agissait de la plus grande réforme du commerce des produits agricoles de ces 20 dernières années. Et cette réforme-là aidera à uniformiser le jeu, les règles du jeu pour, je pense, en faveur des agriculteurs et des PME. Preuve donc que l'OMC fonctionne. Son patron souligne par ailleurs l'accord de facilitation des échanges, la limitation de la subvention à la surpêche aussi. Fin à Dakar de la 69e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS. À l'actif de cette rencontre, une totale validation des acquis et budgets des différents démembrements de l'institution. Un acte de bonne gouvernance qui inspire fortement l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Commentaire de Lamine Touré. L'OMVS a une politique de bonne gouvernance pour évaluer ses activités. L'organisation tient ses sessions ordinaires. Dans celle-ci, il a été question du contrôle des états financiers et des programmes en cours dans les sociétés membres de l'institution. Le Conseil des ministres a en outre approuvé le programme d'activité des différentes structures et donné des directives appropriées pour leur mise en œuvre. Ce faisant, le Conseil des ministres a adopté les différentes résolutions dont, entre autres, des résolutions relatives à l'adoption des budgets 2017 du Haut Commissariat, de la SOGER, de la SOGEM et de la SOGENAV, des résolutions relatives au quitus donné au Commissariat, de l'OMVS et au directeur général des sociétés, des résolutions approuvant les états financiers des sociétés. L'enjeu d'une meilleure navigabilité du fleuve Sénégal a été aussi à l'ordre du jour. Nous avons eu des discussions franches et constructives, ce qui nous a permis d'avancer sur plusieurs points. Nous avons en particulier balisé le chemin pour mise en œuvre rapide du projet Navigation, qui constitue l'un de nos projets majeurs longuement attendus par nos populations. La 69e session de l'OMVS a duré 48 heures. L'accueil et le cadre de réflexion n'ont pas laissé indifférents les délégations. Les délégations de la République de Guinée, de la République du Mali et de la République islamique de Mauritanie expriment
leurs sincères remerciements à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, au gouvernement et au peuple sénégalais pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont elles ont été l'objet tout au long de leur séjour à Dakar. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est une structure étatique à dimension sous-régionale. 4 pays y font partie, le Mali, la République islamique de Mauritanie, la Guinée-Conakry et le Sénégal. La tenue de ces sessions entre dans le cadre de la bonne gestion de ces activités pour le bonheur des populations. Je vous le disais dans les titres suite F1 de notre série sur l'habitat, toutes les conditions sont réunies pour livrer une bonne partie des 40 000 logements sociaux de Diamniadio. Certains le seront au mois de mars, d'autres au mois de juin. Les développeurs ont donné l'assurance. 30 à 60% des logements sont sociaux. Il y en a pour tous les standings. Les coûts vont de 15 à 20 millions. D'un standing à l'autre, c'est un reportage de Nafissatou Diouf. Le chantier du pôle urbain de Diamniadio a plus que pris forme. Nous sommes dans l'une des villas que propose l'un des 5 développeurs du programme. Actuellement, nous sommes sur un nouveau planning. Donc vraiment les travaux sont avancés et puis nous comptons livrer au mois de juin quelques logements. À côté de l'habitat dit de haut standing, le programme consacre 30% à l'habitat de type social. Le pôle urbain de Diamniadio est une réponse à la problématique de logements sociaux qui tient à cœur les pouvoirs publics. Les 5 développeurs du pôle urbain en sont conscients. Certains ont choisi de mettre 60% de leurs logements à la disposition des bourses moyennes. Pour les logements sociaux, donc, comme l'État l'a dit, 60% de nos logements sont des logements sociaux. Donc vraiment des appartements F3, des chambres salons et puis il y en a d'autres appartements F4 et F5 aussi. La première phase comporte 33 immeubles. Il y a des immeubles de type A, c'est des rez-de-chaussée avec 4 étages. Il y a également les immeubles de type B, rez-de-chaussée avec 4 étages. Les types A et les types B sont des économiques, avec des appartements qui sont vendus de 15 à 20 millions. D'ici mars 2017, les premiers Sénégalais à s'inscrire pourront prendre possession de leur logement. L'assurance nous a été donnée lors de notre passage. Actuellement, l'ensemble des grosses œuvres de la phase 1 est terminé. Il ne reste que la seconde œuvre. Et d'ici fin mars, Inch'Allah, on terminera tout. Construite sur 1644 hectares, cette future ville sera 4 fois plus grande que Dakar Plateau et des installations de dernière génération sont déjà prises en charge dans le plan d'aménagement urbain. Nous avons déjà des bureaux d'études qui nous accompagnent comme BET+, et puis vraiment nous avons l'aide du bureau de contrôle et vraiment il y a tout un staff derrière nous. Donc ils sont en train de faire des travaux pour ça. Donc dans le côté technique, je peux dire que tout est garanti. On a déjà commencé les VRD, voirie, réseau des verts. C'est pour que, si fin mars au maximum, que le projet soit exploitable, que les Sénégalais puissent l'utiliser à bon escient. La future ville de Diamniadio sera à coup sûr une grande bouffée d'oxygène dans la politique d'habitat de l'État du Sénégal. Son programme de développement s'étend sur 3 échéances. Une première phase allant de 2014 à 2019, dite phase d'émergence. Une seconde allant de 2019 à 2025, dite phase de développement. Et une 3e phase, dite de développement continu, qui va de 2025 à 2035. Les différents types de standing, dernier jet de notre série sur l'habitat. Nous allons plus loin sur la question avec l'invité du 20h. Il s'agit de Mamadou Lamine Diouf, directeur de la promotion de l'habitat social. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Diouf, habitat social, c'est un projet qui est cher au chef de l'État. Où est-ce que vous en êtes avec les objectifs de livraison, notamment pour 2017 ? Oui, tout à fait, parce que dans le cadre du plan Sénégal émergent, quand même, il y a eu un changement de paradigme. Et l'habitat, quand même, occupe maintenant, en plus du rôle social qu'il jouait, un rôle économique. C'est la raison pour laquelle il y a des réformes qui permettent vraiment d'arriver au logement social. Le logement social n'est pas, comme vous l'avez vu, un retour à la paille ou au banco brut. C'est des logements qui répondent aux normes techniques, réalisés dans un environnement aménagé,
mais c'est l'intervention de l'État qui en baisse le prix pour que les ménages qui ne pouvaient pas accéder à ces logements puissent y accéder. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics, dont une loi d'orientation sur l'habitat social qui réglemente mieux la mise à disposition du foncier. Il y a des mesures fiscales. On a montré Diamniadio, mais les pouvoirs publics ont généralisé les mesures fiscales pour l'ensemble des projets d'habitat social. Et on a montré que le pôle urbain de Diamniadio, mais vous savez que le pôle urbain du Lac Rose est en préparation et pratiquement les études sont finalisées pour le pôle urbain d'Agaholpa. Mais également, il y a un ensemble de pôles urbains à l'intérieur du pays pour que ces logements sociaux soient réalisés dans un cadre correctement aménagé. Alors, on avait dit donc cette année, 40 000, une bonne partie des 40 000 logements sociaux de Diamniadio, si on prend l'exemple de Diamniadio seulement, seront donc livrés. Est-ce que vous confirmez les délais de mars et de juin? Oui, pour les premiers logements à livrer à Diamniadio, ils seront livrés effectivement durant cette période. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y avait quand même un déficit énorme. Pratiquement, les pouvoirs publics ont pris le pari de multiplier par 3 la production de logements. Nous ne pouvions pas réaliser par année 5 000 logements. Il y a eu un petit glissement déjà. La première année, nous avons produit en 2014 5 200 logements. En 2015, nous avons produit 7 800 logements. Mais en 2016, quand on a fait l'ensemble des chantiers de production de logements, nous avons dénombré un nombre de 10 023 logements en cours de construction. Il est évident que tous ces logements ne sont pas terminés durant l'année 2016, mais cela dénote en tout cas une nette progression qui nous permettra d'arriver en moyenne à 15 000 logements par année. D'accord. On a parlé également de logements d'habitat social, de logements sociaux, et dont les prix sont compris à entre 15 et 20 millions. Alors, certains disent que c'est cher quand même, ces prix-là. Est-ce que vous envisagez à votre niveau une baisse de ces prix? Ces prix sont les prix au départ sans l'appui des pouvoirs publics. La loi d'orientation sur l'habitat social a été votée en 2016. Les mesures fiscales ont été généralisées pour l'ensemble des promoteurs immobiliers qui produisent des logements en 2016. Et aujourd'hui, les promoteurs qui réalisent des programmes de logements sociaux peuvent déposer un dossier. Le comité qui suit ces questions a été installé le 5 décembre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que dans le marché, avant l'ensemble de ces mesures, effectivement, les prix tournaient entre 15 millions et 20 millions. Mais si l'ensemble des mesures prises par les pouvoirs publics sont appliquées, nous pourrons pratiquement pour les logements de 20 millions les réduire du quart, et pour les logements de 15 millions les réduire du tiers. C'est très important, très significatif. Et donc pour le logement de 2 pièces, ils pourront être commercialisés en dessous de 10 millions. Les logements de 3 pièces qui sont commercialisés à 15 millions, si toutes les mesures qui concernent le foncier non aménagé, qui concerne l'intervention de l'État dans les réseaux hors site et primaires, qui concerne les avantages fiscaux, la TVA, l'exonération en douane pour les produits qui n'ont pas de production au niveau du Sénégal, qui sont importés et pour lesquels il n'y a pas une production au niveau du Sénégal. L'IS qui est lié à l'opération de moitié. L'ensemble de ces mesures pourront permettre de réduire significativement le coût des logements. Donc ça, c'est des logements, c'est des coûts de départ. Les 20 millions, c'est un coût plafond. Mais aujourd'hui, dans le marché, on peut trouver des logements de 12 500 du TE2 à environ 15 millions pour le TE3 et à environ 20 millions pour les 4 pièces. Mais ces prix vont significativement diminuer, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, quand toutes ces mesures seront appliquées. D'accord. Alors, dit-on également au Sénégal, chaque année, ce sont quelque chose comme 300 000 demandes de logements qui sont enregistrées, mais en retour, seuls 15 000 logements sont produits. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour réduire ce gap?
les 300 000 logements ne constituent pas une demande annuelle. Okay. Les 300 000 logements, c'est le cumul du déficit en logement pour l'année de référence 2013. Cela veut dire que nous avons accumulé plusieurs années jusqu'à 2013 durant lesquelles le gouvernement n'avait pas mis le focus sur les logements sociaux. Pour résorber ce déficit et également endiguer la demande supplémentaire, les pouvoirs publics ont décidé d'arriver à une production annuelle de 15 000 logements. D'accord. Mais les 300 000 logements, c'est sur l'ensemble du territoire national, c'est le cumul qui a été enregistré en 2013. Ok. D'accord. Alors une dernière question, M. Diouf, dans la série Habitat donc, que nous avons diffusée tout au long de cette semaine, il a été beaucoup question de commodité sociale dans les nouvelles destinations. Est-ce qu'il y a un plan de l'État pour éviter que ces localités ne deviennent pas des banlieues? Bon, banlieue ne veut pas dire ghetto. Si vous voulez dire ne deviennent pas des ghettos ou des zones inondables comme nous l'avons connu, oui. Pourquoi? Parce que justement, c'est la raison pour laquelle le chef de l'État quand même a initié les pôles urbains. Le pôle urbain permet d'aménager correctement ces espaces avant que les logements ne soient réalisés, en termes de réseau et en termes d'équipement. Dans ces pôles urbains, ce seront donc des villes modernes dans lesquelles les populations pourront vivre et mener l'ensemble des activités humaines qui accompagnent le logement. D'accord. Et en banlieue, nous avons connu beaucoup de difficultés parce qu'il y avait beaucoup d'occupations sans aménagement préalable. Aujourd'hui, pour ce qui concerne les pôles urbains, c'est des zones choisies où on peut promouvoir des activités économiques, où l'ensemble des commodités sont toutes les commodités sont prises en charge, les réseaux sont réalisés, les équipements nécessaires sont réalisés pour accompagner le logement. Et vous savez, cette politique d'ailleurs ne concerne pas uniquement les zones nouvelles. C'est quand même une nouvelle politique adoptée par les pouvoirs publics parce qu'avant, les gens ne connaissaient même pas le cadre de vie. Quand vous parlez de cadre de vie, ce n'était pas très précis. Mais même dans l'habitat ancien, vous avez vu tous les aménagements qui sont en train d'être faits. Cela veut dire tout simplement que la ville, ce n'est pas seulement du béton, mais c'est quand même un ensemble d'équipements qui doivent accompagner le logement pour en faire de véritables villes. D'accord. Monsieur Mamadou Lamine Diouf, merci. Vous êtes le directeur de la promotion de l'habitat social et que vous étiez sur ce plateau pour nous parler de la politique d'habitat social de l'État du Sénégal. Merci d'avoir répondu à la question. Merci. Retour sur la rencontre hier entre les directeurs généraux de la RTS, de l'UAR et du CNRA. Le président de l'institution de régulation en a profité pour attirer l'attention des chaînes de télévision locales sur les vraies menaces. Pour Babacar Touré, il s'agit surtout des concurrents étrangers comme le chinois Star Times. De son avis, les télévisions sénégalaises doivent surtout gagner la bataille du contenu. René Massiga Diouf. La rencontre avec les directeurs généraux de la RTS et de l'UAR a servi de cadre au directeur général du CNRA pour se prononcer sur l'environnement des médias au Sénégal. Les mutations qui concernent le secteur audiovisuel ont constitué les premiers axes de son coup de radar sur le paysage médiatique. Télévision privée et services publics ont été les secteurs sur lesquels il a braqué ses projecteurs. Pour lui, l'audiovisuel doit suivre la cadence de la technologie en matière de contenu. La convergence, elle n'est pas que technologique. C'est-à-dire la convergence technologique permet la fusion entre la technologie et le contenu. Facebook, aujourd'hui, a lancé sa télé, ce qu'on appelle la télé Facebook. Ils vont produire du contenu. Et ils vont évidemment rejoindre Google et Netflix, qui sont quand même les champions de ça. Ça veut dire que ces Facebook, ces machins se rendent compte que, en réalité, s'ils ne se lancent pas dans la bataille de contenu, ils vont tomber en désuétude. Parce que ce n'est pas simplement les messages que vous affichez sur votre mur ou machin, si ce n'est pas repris. Et ils ont quand même un patrimoine déjà qu'il faut valoriser. Le propre des médias est de s'ériger en sphère d'influence, notamment en période électorale. Il a dans ce registre mis en lumière le rôle prépondérant de l'argent et les difficultés à équilibrer. Le paysage audiovisuel est aujourd'hui marqué par l'irruption de grands acteurs internationaux qui cherchent à changer les paradigmes et servir de modèle. Cette révolution, nous sommes en train de la rater
parce que nous avons vendu notre âme au diable. Vous êtes en train de vous chamailler là, les petites télés locales, les petites radios locales, alors que vous tous réunis, vous allez être sur la marche. Les télévisions qui vont venir d'ailleurs vont vous submerger avec des moyens qui échappent au contrôle, qui échappent à la censure, qui échappent à la régulation. Nous-mêmes, on sait que nous sommes les derniers spécimens d'une race en voie de disparition, d'une espèce en voie de disparition, c'est-à-dire les régulateurs. Le rôle des médias dans les processus politiques a été une question centrale de son intervention. Les élections sont des périodes exceptionnelles durant lesquelles les médias font montre de leur pouvoir. Le défi majeur demeure aujourd'hui la place de l'Afrique dans la diffusion de l'information sur les grands événements sportifs, par exemple. Sur cette question, il y a surtout l'acquisition des droits de retransmission. Certains de mes collègues sont tombés sous le charme des Chinois pour des questions d'appétit, et de gain. Dans le cas de la Guinée, StarTime dépossède la Guinée, la jeunesse guinéenne, pour 2 générations ou 3. C'est un contrat exclusif de 30 ans. C'est-à-dire au moment où vraiment le bouillonnement se permet de libérer les énergies, tu vas du côté de la création, la Guinée va être sous la coupe réglée de StarTime pendant 30 ans. La problématique des rapports entre politique et médias, les formes d'interférence et surtout les différences fondamentales entre temps d'antenne et temps de parole, le directeur général du CNRA n'a rien laissé passer sur les obstacles pour un bon positionnement de l'audiovisuel sénégalais. Dans la suite de notre série sur les métiers du bâtiment, zoom ce soir sur les carreleurs, des ouvriers dont le travail va de la simple pose de carrelage à la création d'œuvres originales. Ils manient différents types de revêtements. Comment réussir la pose de carreaux? Louise Bizarre répond à cette question. C'est un groupe de 7 carreleurs qui procède ici au nivellement de la surface des murs. Cette étape de carrelage était attendue après la livraison du gros œuvre. Dans cette salle de bain, ces professionnels de finition mettent les bouchées doubles. D'aucuns s'activent au mélange du ciment, de l'eau et de la colle pour obtenir la barbotine. D'autres vérifient que les murs et les sols à carreler sont plats. Seuls les connaisseurs peuvent le faire. Le carrelage n'est pas donné à n'importe qui. Il faut savoir poser le carrelage. On peut être un carreleur et ne pas bien être un bon poseur. La technique consiste à utiliser régulièrement le niveau à bulles pour vérifier la bonne disposition des carreaux. Il faut respecter les angles. On arrive aussi à rectifier certaines murs qui ne sont pas bien, qui ne sont pas à droit. C'est-à-dire rectifier ça sur le carrelage, surtout sur le faïence. Mais dans certains cas, on peut avoir des charges trop lourdes. Donc il faut aussi savoir minimiser ces charges pour ne pas alourdir l'ouvrage. Ici, on trempe les carreaux pendant 10 minutes dans l'eau pour faciliter les découpes. Les carreleurs ne font pas fi des instruments d'usage. On utilise la règle et la machine. Certains construisent sans intégrer les carreaux dans les salles de bain par peur de glisser. Sur ce point, les carreleurs recommandent fortement l'usage des carreaux dans les toilettes. C'est pour éviter l'humidité sur les murs parce que l'eau qui touche les carreaux peut descendre directement. Mais quant au mur, ça risque d'infiltrer sur les parois des briques. Carreleur, métier carreleur, métier artiste et un décorateur. Métier décoration là. Et pour se mettre à l'abri des glissades, il existe des carreaux appropriés. Par exemple, dans les salons, on peut choisir des grès polis, c'est de bons carreaux. Mais dans les parties, par exemple, les espaces familiaux, on choisit les antidérapants pour éviter de glisser. Ou bien sur les terrasses ou bien les cours arrière avant, on met des antidérapants pour éviter de glisser sur les carreaux. Certains carreleurs ont des BTS en bâtiment, d'autres sont formés sur le chantier, ce qui fait que des accidents de travail sont de moins en moins fréquents. On a quelques accidents, par exemple, en coupant un carreau, on se coupe la main, c'est pas méchant. Les ouvriers perçoivent 5 000 francs la journée, un bénéfice énorme compte tenu du nombre de chantiers qu'ils réalisent. D'autres carreleurs, plus ou moins qualifiés, investissent le secteur, ce qui provoque une concurrence malsaine. Les courtiers nous ont envahis, c'est le seul problème qu'on a. Les carreleurs sont recrutés à partir des preuves qu'ils font dans les différents chantiers. Les propriétaires de maisons les jugent grâce au bon travail effectué sur le terrain. À l'œuvre, ils reçoivent des recommandations des techniciens de chantier sur la manière de poser les carreaux.
Suite de cette série sur les métiers du bâtiment, la semaine prochaine, Louise Bidza nous fera découvrir le métier de maçon. Une école des avocats sera bientôt implantée à Diamniadio. Cette école qui forme les avocats sur les nouveaux métiers des mines, du pétrole et du gaz aura une vocation sous-régionale. Son coût est de 3 milliards de francs CFA. Maman Moussalian. Diamniadio est le site choisi pour abriter l'école. Elle sera juste à côté de la cité du savoir. Un campus pédagogique, un bloc administratif, un site d'hébergement composent l'infrastructure. Elle dispensera surtout aux nouveaux métiers. Le projet que nous voulons bâtir est un projet en réalité sous-régional. Ce n'est pas un projet, réservé uniquement au barreau du Sénégal ou aux métiers juridiques et judiciaires du Sénégal. Notre ambition, c'est que Dakar puisse, d'une part, abriter l'école de préparation à l'examen et d'autre part, l'école de formation des jeunes avocats qui sont recrutés. Et enfin, l'école de formation continue. L'école des avocats va bientôt voir le jour. Les avocats estiment qu'il n'y a pas de temps à perdre. Sa mise en place est une urgence. Il y avait un grand trou parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec les découvertes qui sont faites, il faut que les avocats soient beaucoup plus talentueux, beaucoup plus compétents, mieux outillés, beaucoup plus ouverts pour permettre d'appréhender et de domestiquer les problèmes, surtout techniques, qui se posent à eux. Voilà des dizaines d'années qu'il exerce le métier d'avocat. Expérimenté dans la profession, Maître Touré trouve le projet innovant. Un État qui se veut émergent ne peut pas y aller sans une ceinture juridique forte. C'est ce qu'a très tôt compris le président Macky Sall. Et c'est l'occasion pour nous de féliciter et de remercier M. le Président de la République d'avoir pensé au rôle prépondérant, important et très utile que l'avocat sénégalais a à jouer dans la partition de l'émergence qui est devenue un socle que nous devons tous nous approprier. Lui, il est plus jeune. Il s'active dans le métier d'avocat depuis quelques années. Il approuve l'initiative. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Cela montre tout simplement l'intérêt que le président de la République a à l'égard de la justice, le respect qu'il a à l'égard de la justice. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faudra avancer en faisant en sorte que les institutions, les ordres qui veulent avancer soient aidés par l'État du Sénégal. 3 milliards CFA, c'est le coût du projet. L'État a apporté sa contribution, de même que des partenaires. Et la pose de la première pierre est imminente. Nous avons déjà reçu une subvention d'1 milliard de M. le Président de la République et le garde des Sceaux nous a informé hier que le ministre du Budget a déjà signé un arrêté qui débloque 500 millions déjà. Je crois que ça ne sera pas très difficile de trouver le complément. Et le terrain est identifié à Diamniadio, donc aujourd'hui rien ne s'oppose au démarrage des travaux. Nous voulons simplement faire poser la première pierre par M. le Président de la République. Les travaux de construction de l'école des avocats vont durer 2 ans. Parlons de cette campagne de don du sang pour lutter contre la mortalité maternelle. C'est l'initiative prise par l'Association nationale des donneurs bénévoles et soutenue par les autorités sanitaires. Le niveau de mortalité maternelle devrait baisser avec une disponibilité constante de sang. Le coût d'envoi de cette campagne nationale a été donné au ministère de la Santé. Les collectivités locales seront mises à contribution au Martiao. L'ambiance calme à l'extérieur sur le parvis du ministère de la Santé est loin de refléter celle à l'intérieur. L'endroit est investi par l'Association nationale des donneurs bénévoles de sang. L'Andobès démarre une large campagne de collecte. Une campagne nationale de sensibilisation de don de sang dont le thème porte sur la lutte contre la mortalité maternelle. Malgré les efforts consentis et les statistiques en baisse, la mortalité maternelle reste relativement importante au Sénégal. 315 décès pour 100 000 naissances par an. Un décès par jour. Cette moyenne nationale des décès maternels cache des disparités régionales et par catégorie d'âge. C'est ainsi que pour les adolescentes mères, le taux monte jusqu'à 692 pour 100 000 naissances vivantes. Et dans la majorité des cas, le manque de sang est pointé. La principale cause de décès est due par l'hémorragie. Qui dit accouchement dit risque lié au sang. Nous travaillons à ce que partout il y ait une disponibilité en sang.
L'action des associations de donneurs de sang est louable en ce qu'elle permet de faire face à des situations critiques. La particularité du sang, c'est que quand on le donne, on ne sait pas à qui on le donne et peut-être qu'on le donne pour soi-même. Nous avons une possibilité de contribuer de façon importante à la réduction de la mortalité maternelle en rendant le sang disponible. Le sang et ses produits dérivés ne se fabriquent pas, ne s'achètent ni ne se vendent, du moins au Sénégal. Le ministère s'engage non seulement à faciliter la collecte, mais à assurer un traitement correct du sang pour que cette utilisation puisse se faire au mieux et de façon sécurisée. Chaque individu en bonne santé peut donner de son sang pour empêcher l'irréparable de se produire. L'Andobès, reconnu d'utilité publique, compte accentuer ses actions de recrutement, de fidélisation et de sensibilisation, en direction surtout des collectivités locales. Au lendemain du 6e anniversaire de la chute du colonel Kadhafi, l'instabilité politique règne toujours en Libye. Le pays traverse une période d'incertitude malgré la nouvelle donne qu'offre la libération récente du fils héritier de Kadhafi, Saïf al-Islam. La Libye n'est pas encore sortie de l'auberge. Un reportage de Pape Bounatiao. C'est parce que 6 ans après la chute du guide Muammar Kadhafi, la Libye est toujours prise dans une tourmente politico-économique qui ne s'estompe pas. Depuis 2011, le pays est en lambeaux malgré plusieurs tentatives de réorganisation. La Libye est plongée dans une crise de transition. Une crise de transition qui est également une crise de la démocratie et fondamentalement une crise de l'État libyen. Et cette crise, elle se manifeste sur plusieurs points. Le premier point, c'est qu'il y a un morcellement territorial, des rivalités territoriales entre l'Est et l'Ouest. Il y a un pouvoir politique qui est éparpillé, l'évanescence de ce pouvoir politique qui ne favorise pas la création d'un État jacobin. Et enfin, il y a des groupuscules djihadistes qui s'implantent de plus en plus sur le territoire libyen. Un désordre à tous les niveaux, renforcé par des tensions accrues entre différentes institutions qui se disputent la légitimité. Il n'y a pas de gouvernement légitime en Libye. Tripoli est maîtrisé et gouverné actuellement par un gouvernement d'union nationale. Et ce gouvernement d'union nationale qui a les faveurs de la communauté internationale, de l'ONU particulièrement, peine à véritablement asseoir sa légitimité sur tout le pays. Et il y a des groupes dissidents qui sont éparpillés et qui jettent l'opprobre par rapport à la réalité effective du pouvoir gouvernemental. L'économie du pays est complètement à terre. Aujourd'hui, le fils héritier de Kadhafi, Saïf al-Islam, récemment amnistié par la justice libyenne, se positionne comme un nouvel espoir pour le peuple. Mais une question subsiste, est-il l'homme providentiel ? Je ne crois pas en l'homme providentiel qui viendrait éteindre tous les problèmes. Parce que la Libye est menacée dans ses éléments de définition sociologique et juridique. Et donc, Saïf al-Islam, même s'il bénéficie de cette immunité sur le plan national, ça n'empêche pas qu'une action de la justice pénale internationale, de la Cour pénale internationale, puisse le menacer. Effectivement, il y a une forme de hiérarchie de l'action de la justice pénale internationale sur la justice nationale. Et donc, cette immunité-là ne vaut que sur le territoire libyen. En dehors du territoire libyen, cette immunité-là n'est opposable à aucun État parti à la Convention de Rome qui crée la CPI et n'est pas opposable, on l'entend bien, au Conseil de sécurité des Nations Unies qui, au titre de l'article 24 de la Charte, est le principal garant du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Les observateurs sont unanimes. La chute du colonel Kadhafi a été fatale aux institutions politiques et à l'économie du pays. Aujourd'hui encore, le futur de la Libye est plus qu'un jamais inquiétant. Les deux seules bonnes nouvelles en Libye, c'est quoi actuellement? C'est déjà Daesh qui n'a plus d'arrière-base territoriale. Daesh a été expulsé de Sirte. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est les frères musulmans qui n'ont pas réussi à s'implanter véritablement en Libye. Actuellement, le problème majeur de la Libye, c'est la partition en deux du territoire libyen entre l'Est et l'Ouest. L'Est qui est dirigé par le général Haftar, soutenu par l'Égypte, soutenu par la Russie, et l'Ouest soutenu par la communauté internationale. Donc vous voyez qu'il y a un clivage qui est un clivage assez traditionnel des relations internationales entre l'Occident et le bloc communiste. Pour rappel, cette situation est la conséquence directe d'une contestation populaire qui s'était vite transformée en guerre civile et qui a abouti à la mort du colonel Muammar Kadhafi. C'était le 20 octobre 2011.
Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime était en Mauritanie avec son homologue Omar Gueye à discuter de plusieurs questions qui intéressent le secteur. Nous l'écoutons, ainsi que le ministre mauritanien de la Pêche au micro de Amadou Aramtiam. Je suis donc ici envoyé par son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, compte tenu de la situation qui prévaut. Je vais dire d'emblée que le Sénégal respecte à tout point de vue les lois et règlements de la République islamique de Mauritanie, et particulièrement en matière de pêche. La Mauritanie a pris des dispositions, a voté un nouveau code de la pêche et des dispositions qui datent d'ailleurs depuis de quelques années, mais qui sont appliquées maintenant. La conséquence, c'est qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas de licence de pêche dans le cadre d'un protocole. Nous n'avons pas signé de protocole en 2016. Étant entendu que les pêcheurs guetnariens pour qui nous signons ces protocoles nous ont demandé de ne pas les signer simplement parce qu'ils ne peuvent pas débarquer en terre mauritanienne. Donc nous n'avons pas signé. Cela veut dire également qu'ils ne peuvent pas, dans ces conditions, pêcher dans la zone économique exclusive de la République islamique de Mauritanie. Donc nous leur demandons de respecter cette loi, comme nous avons nos propres lois en matière de pêche, qui étaient ici en Mauritanie et qui avaient soit des contrats d'affrètement ou d'autres licences ici de manière privée, également ne pouvant plus continuer à exercer dans ces conditions. Ceux-là également doivent respecter la réglementation et le cas échéant, c'est-à-dire s'ils le désirent et s'ils le souhaitent, ils pourront retourner au Sénégal. Et pour cela, les deux États vont prendre toutes les dispositions nécessaires, les dispositions idoines, pour les encadrer, pour les aider à retourner tranquillement. À cette occasion-là également, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal en République islamique de Mauritanie, M. Mamadou Tall, va s'en occuper en relation avec les autorités mauritaniennes et également sénégalaises. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi et cette nouvelle stratégie, qui prévoit que l'ensemble des embarcations ou flottilles travaillant dans le cadre du régime national doivent avoir un équipage mauritanien, a été mise en œuvre aussi depuis le 1er janvier 2016. Nous avons donné à nos opérateurs plusieurs fois les invités à se conformer à la loi, et pour des mesures de transition, nous leur avons autorisé exceptionnellement, suite à des processus de dérogation, jusqu'au 31 décembre 2016. Ce délai étant écoulé, nous l'avons prolongé d'un mois et nous l'avons appliqué. Dans le cadre de l'application de cette réglementation, aucun étranger n'a été arrêté. Même si parfois nous trouvons des étrangers qui sont dans des situations irrégulières. Aucun d'eux n'a été arrêté. Aucun étranger n'a été expulsé. Le ministre de la Pêche de retour à Dakar est l'invité de ce journal. Omar Gueye, bonsoir. Bonsoir. Alors Omar Gueye, on vous a vu donc avec votre collègue mauritanien de la pêche. Vous avez abordé beaucoup de questions quand même qui intéressent le secteur dans les deux pays et les pêcheurs des deux pays. Peut-on parler de visites fructueuses? Oui, comme vous l'avez dit, je rentre de Nouakchott, envoyé par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, auprès de la communauté des pêcheurs du Sénégal que nous avons rencontré avec notre ambassadeur, son Excellence M. Mamadou Tall. Il faut comprendre qu'en Mauritanie, il existe une forte communauté sénégalaise de pêcheurs qui séjournent en Mauritanie depuis plusieurs années. Il faut faire la part des choses. Il y a la part des licences, c'est-à-dire ceux qui avaient des licences en Mauritanie qui pêchaient dans le cadre des accords. Ces accords n'existent plus, donc il n'y a plus de pêcheurs qui disposent de licences pour pêcher en Mauritanie. Par contre, il existait des pêcheurs qui sont là depuis 25 ans, 30 ans, qui faisaient ce qu'on appelle l'affrètement, c'est-à-dire qu'ils s'étaient associés avec des mareyeurs mauritaniens pour pouvoir pêcher, avec des pirogues immatriculées en Mauritanie, et des licences au nom de ces mareyeurs mauritaniens. Ce sont ces pêcheurs-là qui ont le plus de problèmes là-bas, parce que la nouvelle loi interdit d'embarquer des pêcheurs étrangers.
Cela veut dire que ces pêcheurs n'ayant plus d'activité veulent rentrer au Sénégal. C'est la raison pour laquelle son Excellence M. Macky Sall m'a envoyé, parce qu'il a eu des informations comme quoi ces pêcheurs avaient des difficultés d'avoir même de l'essence pour leur moteur et également de pouvoir rentrer avec leur famille. Et ce faisant, le président leur a accordé un montant de 75 millions pour pouvoir les aider à rentrer dans de très bonnes conditions. Et cela, sans aucun problème, nous avons réglé toutes les questions avec le ministre de la Pêche en Mauritanie et également avec notre ambassadeur qui se chargera d'organiser tout cela pour que ces pêcheurs puissent rentrer dans d'excellentes conditions. D'accord. Nous allons en profiter, M. le ministre, donc, pour aborder cette question d'actualité avec cet incident survenu il y a quelques jours avec les pêcheurs guet-ndariens. Est-ce que vous en avez parlé avec votre collègue, votre homologue? Est-ce que vous avez reçu des garanties pour que pareil incident ne se reproduira plus? Nous en avons discuté effectivement et la Mauritanie regrette ces incidents, de même que le Sénégal, parce que cela ne doit pas exister entre deux États qui sont des États frères, liés par le sang, liés par la géographie, liés par l'histoire. Il se trouve que cet incident-là, qui est un incident malheureux, avec 3 pêcheurs qui sont blessés et qui se portent mieux aujourd'hui, Dieu merci, nous prendrons toutes les dispositions pour que de pareilles situations ne se reproduisent, quitte même à mettre une surveillance commune au niveau de la frontière maritime. Cette idée a été ajoutée. Nous allons y travailler pour que nous puissions patrouiller ensemble pour éviter que des pêcheurs puissent traverser la frontière à aller pêcher en Mauritanie et vice-versa. Ce sont des contrôles. Des contrôles avec, vous savez, la Mauritanie a ce qu'on appelle les gardes-côtes, avec des patrouilleurs. Nous avons notre marine qui travaille avec la surveillance, avec également des patrouilleurs. Déjà au niveau de la frontière terrestre, des patrouilles communes sont organisées. Il en sera de même si nous en convenons de pouvoir faire cela. Tout ceci pour empêcher les pêcheurs qui n'ont pas de licence, qui ne peuvent pas pêcher, donc de franchir ces frontières maritimes et ainsi de s'exposer à des contrôles au niveau des gardes-côtes mauritaniennes. Et vous avez rencontré des pêcheurs, vous le disiez, est-ce que vous les avez sensibilisés sur cette nouvelle donne? Oui, nous avons rencontré des pêcheurs, la communauté des pêcheurs à Nouakchott, également la communauté des pêcheurs de Nouadhibou. Ce que nous avons constaté, c'est une certaine sérénité, ce qui est très remarquable face à cette situation. Des pêcheurs très responsables qui ont compris effectivement que les données ont changé du fait des changements de réglementation en Mauritanie. Nous les avons sensibilisés et nous sommes persuadés que ces pêcheurs ont pris conscience et avec l'aide qui a été donc mise à la disposition par le président Macky Sall, ils vont rentrer au Sénégal dans de bonnes conditions et éviter de pratiquer une pêche illégale dans la zone exclusive de la Mauritanie. Monsieur le ministre, je vais vous inviter à suivre un sujet qui parle des succès de la pêche sénégalaise avec le salon d'Agadir. Les transformatrices sénégalaises ont pu donc nouer des partenariats avec des industriels sur place. Le salon est également une opportunité pour les collectivités locales sénégalaises de nouer aussi des partenariats. Nous allons suivre le reportage de notre envoyé spécial, Cheikh Bamba Gueye. C'est parce que la pêche est un secteur qui draine beaucoup de ressources qu'elle est un maillon essentiel dans la croissance. Le président de la République Macky Sall n'a pas lésiné sur les moyens en envoyant les institutions concernées et les ressources humaines compétentes ici à Agadir dans le salon Alietis. D'abord, le COSEC, Conseil sénégalais des chargeurs, qui encadre, conseille et finance les chargeurs sénégalais et les transformatrices. Nous sommes venus avec des chargeurs qui excellent sur la transformation des produits de mer. Comme c'est un salon maritime, donc on a choisi avec la DIPT des chargeurs, des femmes qui s'activent dans le domaine, qui viennent proposer donc des produits de transformation maritime et donc là on les amène pour qu'ils puissent faire donc qu'ils puissent avoir donc, une possibilité d'affaires, nouer des contacts, mais surtout valoriser donc leurs produits. Il y a eu beaucoup d'échanges, surtout de partenariats sur le matériel. Il y a beaucoup de techniques et de matériel ici dont nous avons besoin
et que nous cherchons d'habitude en Europe et que nous pouvons trouver beaucoup plus près et moins cher ici au Maroc. Et je pense qu'il y a de l'avenir dans ce partenariat-là avec le Maroc. Le port autonome de Dakar, dans sa volonté et son ambition d'être l'un des ports les plus compétitifs en Afrique, est présent à ce rendez-vous. Le port a bien voulu participer au renforcement de la coopération sud-sud en participant à ce grand rendez-vous halieutique pour accompagner les acteurs et appuyer donc les acteurs du secteur de la pêche installés au niveau du port de pêche. Et cela conformément à la vision du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, dans le cadre du plan Sénégal émergent. C'est dire aussi le salon halieutique est pour nous une occasion de faire la promotion de la place portuaire à travers la vulgarisation de la nouvelle vision du directeur général, le Dr Cheikh Kanté. L'Agence nationale de l'aquaculture a intégré le nouveau paradigme du développement durable, ceci pour diversifier, densifier et booster les ressources halieutiques, et cela en relation avec le Royaume du Maroc. Je suis très contente de voir le directeur général de l'ANA présent au Salon Halieutique. Et comme vous savez, nos deux pays ont vu et ils sont sur une vision en matière de gouvernance qui est un peu singulière. Je pense qu'on est les deux pays qui disposent d'une institution spécifiquement dédiée au développement de l'aquaculture. Les deux chefs d'État ont une volonté politique importante, n'est-ce pas, pour l'aquaculture, notamment en mer. L'ANDA travaille beaucoup en mer, alors qu'au Sénégal, on a beaucoup développé l'aquaculture sur le plan continental avec des écloseries, avec des sites de production que nous gérons. Mais pour aller vite dans l'aquaculture marine, qui est l'avenir de l'aquaculture, le Sénégal a besoin de s'appuyer sur des pays forts dans ce domaine, et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en avant cette collaboration, et nous avons prévu très bientôt de soumettre aux autorités une étude sur 2 fermes pilotes de maigre commun, un poisson, n'est-ce pas, qui est très prisé dans les 2 pays pour l'élevage donc de ce poisson. Ce sera une ferme pilote au Maroc et une ferme pilote au Sénégal. Donc on s'est entendu pour faire la proposition à nos 2 pays pour avancer dans l'exécution dans le cadre d'un partenariat public-privé. Les acteurs et les participants présents à ce grand rendez-vous d'Agadir à travers le salon Halietis ont loué les efforts faits par l'État et la vision du président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, dans sa nouvelle orientation de redynamiser la pêche et le secteur halieutique. Le Sénégal a l'honneur à Agadir au salon halieutique de cette ville. Les produits sénégalais qui sont fortement demandés, Monsieur le ministre, ça doit vous faire plaisir quand même. Absolument. Vous savez que le Sénégal exporte beaucoup de produits halieutiques. Au 31 décembre 2016, nous avons exporté pour près de 203 milliards de francs CFA. La pêche devenant ainsi le premier secteur d'exportation au Sénégal. C'est un secteur qui exporte beaucoup. Ces rencontres sont importantes parce que cela permet à nos industriels, à nos femmes transformatrices de nouer des partenariats avec d'autres entreprises venues d'horizons différents. Vous savez que dans ce secteur-là, beaucoup d'investissements sont en train d'être faits. La modernisation des quais de pêche, qui est une réalité actuellement au Sénégal. La modernisation des aires de transformation. L'aide à la pêche artisanale qui débarque plus de 85% des débarquements. Donc tout ceci pour dire que c'est un secteur extrêmement important. Et cette coopération internationale, et particulièrement avec le Maroc, vous savez que Sa Majesté a séjourné récemment au Sénégal, et à l'occasion de son séjour, nous avons signé avec mon homologue en charge des pêches un accord dans le cadre du développement du poulpe et de la recherche du poulpe, qui est un produit à forte valeur ajoutée. Donc pour dire donc que c'est un secteur très important. Soumbédioune qui est un quai qui est en train d'être construit et qui est donc le fruit de la coopération également avec le Maroc.
Voilà, monsieur le ministre, merci, c'est bien dit. Monsieur Oumar Gueye, ministre de la Pêche et de l'économie maritime, qui rentre d'un voyage en Mauritanie, où il a discuté avec son homologue mauritanien des questions qui intéressent les deux pays. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions, monsieur le ministre. Merci, cher. Le peuple gambien, je vous l'annonçais dans les titres, est sorti en masse cet après-midi pour accueillir le président Macky Sall, invité d'honneur de la 52e fête nationale de l'indépendance de Gambie. Un accueil grandiose à la dimension de l'hôte dans une grande ferveur populaire. Le président Macky Sall qui a eu également un tête-à-tête avec son homologue gambien, le président Adama Barrow. Les deux chefs d'État se sont engagés à renforcer l'axe Dakar-Banjul. Ce sont deux reportages que vous pourrez suivre dans l'édition du soir avec nos envoyés spéciaux. En football, l'équipe nationale junior a battu cet après-midi celle de la Gambie en match amical. Score 2-1. La partie s'est jouée au stade Léopold Sédar Senghor. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Ibrahim Mbou. Une action d'éclat à la 45e minute de jeu. Sur un très joli numéro, Crépin Diatta, étincelant de talent et de classe, s'en va battre le un rush de plus de 40 mètres, il ne doit rien à personne. Un exploit personnel qui met les Lionceaux sur la voie du succès. À la 60e minute de jeu, encore Crépin Diatta, mais dans le rôle de passeur qui trouve Ibrahima Niane dans la profondeur. Il est fauché dans la surface. Ibrahima Niane convertit le pénalty en but. À la 86e minute, les Young Scorpions obtiennent à leur tour un pénalty. Il est transformé par Salomon Camphor. Score final 2-1. Voilà, cet élément met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. La session de l'OMVS a duré 48 heures. L'accueil et le cadre de réflexion n'ont pas laissé indifférents les délégations. Délégations de la République de Guinée, de la République du Mali et de la République islamique de Mauritanie expriment leur sincère remerciement à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, au gouvernement et au peuple sénégalais pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont elles ont été l'objet tout au long de leur séjour à Dakar. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est une structure étatique à dimension sous-régionale. 4 pays y font partie, le Mali, la République islamique de Mauritanie, la Guinée-Conakry et le Sénégal. La tenue de ces sessions entre dans le cadre de la bonne gestion de ces activités pour le bonheur des populations. Je vous le disais dans les titres suite F1 de notre série sur l'habitat, toutes les conditions sont réunies pour livrer une bonne partie des 40 000 logements sociaux de Diamniadio. Certains le seront au mois de mars, d'autres au mois de juin. Les développeurs ont donné l'assurance. 30 à 60% des logements sont sociaux. Il y en a pour tous les standings. Les coûts vont de 15 à 20 millions. D'un standing à l'autre, c'est un reportage de Nafissatou Diouf. Le chantier du pôle urbain de Diamniadio a plus que pris forme. Nous sommes dans l'une des villas que propose l'un des 5 développeurs du programme. Actuellement, nous sommes sur un nouveau planning. Donc vraiment les travaux sont avancés et puis nous comptons livrer au mois de juin quelques logements. À côté de l'habitat dit de haut standing, le programme consacre 30% à l'habitat de type social. Le pôle urbain de Diamniadio est une réponse à la problématique de logements sociaux qui tient à cœur les pouvoirs publics. Les 5 développeurs du pôle urbain en sont conscients. Certains ont choisi de mettre 60% de leurs logements à la disposition des bourses moyennes. Pour les logements sociaux, donc, comme l'État l'a dit, 60% de nos logements sont des logements sociaux. Donc vraiment des appartements F3, des chambres salons et puis il y en a d'autres appartements F4 et F5 aussi. La première phase politique matérialisée par le plan Sénégal émergent.
Tout le département de Bounkiling sent vraiment le changement, vraiment votre travail au niveau de ce pays. On vous en félicite. Merci Monsieur le Président pour le nombre de forages qui est passé du simple au triple. Merci Monsieur le Président pour le nombre important de pistes rurales qui ont totalement désenclavé le département. Merci Monsieur le Président pour les 5 millions au moins par trimestre que vous donnez dans chacune des communes. Je vais nommer les bourses familiales et les cartes d'égalité des chances. Merci Monsieur le Président pour la couverture des maladies universelles, la gratuité des soins de 0 à 5 ans et certaines maladies coûteuses. Merci Monsieur le Président pour les subventions en engrais et en semences. Merci Monsieur le Président pour l'élimination progressive des abris provisoires avec le programme Puma. En 51 ans, de 1960 à 2011, l'ensemble des régimes qui sont passés ont réalisé 11 forages dans le département de Bounkiling. Vous, Excellence Monsieur le Président de la République, de 2012 à 2015, vous avez réalisé 14 forages en 4 ans. Suffisant pour garder intact leur engagement. La localité va se mobiliser pour donner une majorité forte au président Macky Sall. Ces réalisations doivent nous obliger à gagner avec une victoire éclatante en 2017 et 2019. Bounkiling prend ainsi conscience de l'enjeu. Il faut donner au chef de l'État la possibilité de continuer ce qu'il a déjà entamé pour cette localité, mais aussi pour le Sénégal entier. Le chef de l'État a remercié la délégation pour ce déplacement avec une mention spéciale au guide religieux Thierno Abdourahmane Bari de Bogal. Dans la foulée, il a exhorté les responsables et militants à travailler dans l'unité pour gagner les prochaines échéances. Sensible aux préoccupations des femmes de la localité, le président Macky Sall a décidé de leur octroyer un soutien financier conséquent, en plus de l'octroi de matériel agricole pour alléger leurs travaux. Le PUDC et le Puma feront le reste pour installer définitivement Bounkiling sur la route de l'émergence. Le Sénégal prépare activement sa préparation à la 5e réunion du forum de négociation sur la zone de libre-échange continentale. Elle se tient à Addis Abeba du 27 février au 4 mars 2017. Ce comité national des négociations commerciales internationales s'est réuni à cet effet jeudi en présence du directeur général de l'OMC. Ses membres ont fait le point sur l'étude d'impact sur cette zone de libre-échange qu'il urge de mettre en place, nous dit Aram Ndao. L'urgence de la mise en place de cette zone de libre-échange continentale s'explique en chiffres. L'Afrique ne représente que 3% du commerce mondial. Entre Africains, on n'échange qu'à hauteur de 15%, là où le commerce intra-européen affiche les 70%. Il faut donc développer le commerce intra-africain et l'industrie dans les pays. Parce qu'il ressort des études que plus de 40% des produits qui sont échangés sur le continent sont des produits manufacturés, alors que dans notre commerce avec le reste du monde, c'est à peine 14% qui est manufacturé. Donc, dans un contexte où tous nos pays veulent s'industrialiser, il reste évident que la zone de libre-échange continentale pourrait être vraiment une opportunité pour nos pays. Donc, il était important pour notre pays d'examiner les études d'impact qui ont été menées par l'Union africaine, aussi bien sur le commerce des marchandises que sur le commerce des services. Ce sont des négociations que cela exige. Chaque pays s'y prépare d'ailleurs. C'est à Addis Abeba le rendez-vous à partir de ce 27 février. Les négociations sont extrêmement importantes parce que tout simplement, ce sont des pays, ça ne dépend pas d'un seul pays, mais ça dépend des États membres. Et donc quand un pays n'est pas présent au moment des négociations, il reste évident que ses intérêts ne seront pas pris en compte. Et donc ça va toujours rattraper ce pays et il va être difficile de revenir sur ce qui est déjà décidé. Donc c'est pourquoi il est extrêmement important que les pays participent aux négociations, mais qu'ils y participent bien préparés. Le Comité national des négociations commerciales internationales du Sénégal est d'attaque, encouragé par la tutelle, consciente de l'importance du système multilatéral commercial. Nous l'avons vu fonctionner à Nairobi avec l'adoption d'un paquet contenant 6 décisions ministérielles. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Le chef de l'État à Banjul, le président Macky Sall, va prendre part aux festivités marquant l'anniversaire de l'indépendance de la Gambie. Il est l'invité d'honneur de cette commémoration.
Dakar et Nouakchott vont renforcer la coopération dans le domaine de la pêche. La surveillance des côtes a déjà été identifiée parmi les priorités. Nous en parlerons avec le ministre de la Pêche, Omar Gueye, et l'un des invités du 20h. Suite et fin de la série sur l'habitat, les conditions sont réunies pour livrer une bonne partie des logements sociaux de Diamniadio en mars et en juin. Tous les standings sont prévus. Le directeur de la promotion de l'habitat social, Mohamed Lamine Diouf, est le second invité de ce 20h. Une école des avocats sera bientôt construite à Diamniadio. L'établissement va former des spécialistes des nouveaux métiers des mines, du pétrole et du gaz au coût du projet 3 milliards de francs CFA. Et puis dans la rubrique métiers, c'est suite de notre série sur les métiers du bâtiment. Ce soir, nous parlerons des carreleurs. Ces spécialistes des différents types de revêtements créent aussi des œuvres originales. Le chef de l'État a quitté Dakar aujourd'hui dans l'après-midi à destination de Banjul. Le président Macky Sall est l'invité d'honneur de la fête nationale de l'indépendance de la République sœur de Gambie. Des festivités qui auront lieu ce samedi 18 février. À son départ de Dakar, le président Macky Sall a été salué par le Premier ministre et plusieurs personnalités civiles et militaires. Avant son départ, le président Macky Sall a reçu une délégation du département de Bunkiling appréciant les réalisations du chef de l'État dans leur localité. Ces populations responsables et élues se mobilisent pour accompagner le chef de l'État dans l'atteinte des objectifs d'émergence du Sénégal. Omar Nying. Une forte délégation avec des jeunes, femmes et autres responsables locaux venus exprimer leur gratitude. Au chef de l'État, ils doivent les avancées notées chez eux à Bunkiling. Monsieur le Président, notre présence aujourd'hui n'est d'autre qu'une manifestation de notre adhésion totale à votre stratégie. Concernant l'agriculture, le coton et les questions en rapport avec les pays les moins avancés, dont notamment l'engagement de supprimer les subventions à l'exportation pour les exportations de produits agricoles, qui était une très grosse préoccupation des PME en général et des pays africains en particulier. Voici ce que dit le directeur général de l'OMC sur cette suppression de la subvention sur l'exportation. Il s'agissait de la plus grande réforme du commerce des produits agricoles de ces 20 dernières années. Et cette réforme-là aidera à uniformiser le jeu, les règles du jeu pour, je pense, en faveur des agriculteurs et des PME. Preuve donc que l'OMC fonctionne. Son patron souligne par ailleurs l'accord de facilitation des échanges, la limitation de la subvention à la surpêche aussi. Fin à Dakar de la 69e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS. À l'actif de cette rencontre, une totale validation des acquis et budgets des différents démembrements de l'institution. Un acte de bonne gouvernance qui inspire fortement l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Commentaire de Lamine Touré. L'OMVS a une politique de bonne gouvernance. Pour évaluer ses activités, l'organisation tient ses sessions ordinaires. Dans celle-ci, il a été question du contrôle des états financiers et des programmes en cours dans les sociétés membres de l'institution. Le Conseil des ministres a en outre approuvé le programme d'activité des différentes structures et donné des directives appropriées pour leur mise en œuvre. Ce faisant, le Conseil des ministres a adopté les différentes résolutions dont, entre autres, des résolutions relatives à l'adoption des budgets 2017 du Haut Commissariat, de la SOGER, de la SOGEM et de la SOGENAV, des résolutions relatives au quitus donné au commissariat de l'OMVS et au directeur général des sociétés, des résolutions approuvant les états financiers des sociétés. L'enjeu d'une meilleure navigabilité du fleuve Sénégal a été aussi à l'ordre du jour. Nous avons eu des discussions franches et constructives, ce qui nous a permis d'avancer sur plusieurs points. Nous avons en particulier balisé le chemin pour mise en œuvre rapide du projet Navigation, qui constitue l'un de nos projets majeurs longuement attendus par nos populations. La 69e